La classification ascendante hiérarchique CH. La classification ascendante hiérarchique CH est une méthode de classification automatique utilisée en analyse des données. La CH procède par classification itérative des données du minimum de critères de regroupement au maximum de critères de regroupement, jusqu'à ce que tous les objets soient regroupés en classes. Les regroupements successifs produisent un arbre de classification appelé dendrogramme, ce qui en fin de compte donne une idée sur les classes et la manière de regrouper. Un exemple appliqué à la recherche en architecture, sachant que cette dernière utilise beaucoup les classifications, les typologies, les taxonomies, et je pense que ce type d'analyse, cette technique de classification ascendante hiérarchique sera d'un grand apport aux chercheurs en architecture et ceux qui travaillent dans le domaine de la ville en général. Donc c'est un échantillon de lot, de terrain, qui a été dégagé de plusieurs lotissements d'une ville moyenne ou de plusieurs villes moyennes. Différents paramètres des lots ont été calculés, dont la longueur et la largeur des lots, la surface construite, la surface de la parcelle, le nombre d'étages, la surface construite totale, la surface hors œuvre nette, le COS et le CES. Au total, 10 descripteurs entités utilisés. On cherche à classifier les lots en groupes homogènes présentant des profils rapprochés. Pour cela, on appliquera la classification ascendante hiérarchique. Pour réaliser le test de la classification ascendante hiérarchique, on a le jeu de données, différentes variables qu'on peut voir sur la vue des variables, donc les différents libellés, plot length, plot width, ratio length to width, built area on the ground floor, number of stories, total built area, net surface area, plot surface, land use coefficient and footprint coefficient. Donc cet ensemble de variables constitue des descripteurs et on voudrait savoir s'il y a des profils qui sont proches les uns des autres pour former des clusters ou pour former des groupes. L'échantillon n'est pas très grand, on a juste une trentaine d'observations, mais l'échantillon a été pris sur divers lotissements. Donc pour réaliser le test, on va sur Analyse, Classifier et Cluster hiérarchique. C'est la commande cluster hiérarchique qui permet de réaliser la classification hiérarchique ascendante. On clique sur cluster hiérarchique et on voit s'afficher cette boîte de dialogue. Donc ce qu'on va faire, c'est de prendre toutes les variables qu'on a sous la main. L'ensemble des variables pour une classification ascendante hiérarchique doit être de type quantitatif continu. Et donc, on va les mettre dans la case correspondante, les variables. On a un ensemble d'options. Pour statistiques, on va garder planning des agglomérations. Je n'ai pas particulièrement besoin de la matrice des distances, même si certaines disciplines en ont besoin. Ça sert surtout à exporter des données vers d'autres logiciels. Pour ça, c'est important, le cluster d'affectation, c'est-à-dire que je peux ne choisir aucun et laisser le logiciel déterminer de lui-même, ou proposer une solution. Par exemple, je voudrais regrouper les profils similaires ou proches en 3 clusters, par exemple, je propose 3 clusters, ou je propose un minimum de clusters, par exemple 2 et 4 ou 5 clusters. Voilà, c'est différentes solutions que je peux proposer. Minimum 2, maximum 4. Gardons cette dernière solution, même si le nombre de clusters 3 aussi paraît séduisante comme option. Et je vais cliquer sur Poursuivre. Je continue donc pour les tracés. Pour les tracés, ce qui me paraît le plus important, c'est le dendrogramme. Le dendrogramme est une sorte de schéma arborescent qui part du plus grand nombre de regroupements au plus petit nombre de regroupements et nous montre différents choix qu'on peut opérer sur le choix du nombre de clusters. Et le dendrogramme, visuellement, nous donne déjà des résultats importants. Bien sûr, on va laisser tous les clusters cochés. Pour le reste, bon, vertical, il n'y a pas de problème. Et je vais cliquer sur Poursuivre. Pour la méthode, je clique sur Méthode.
Là, le logiciel me propose par défaut donc une méthode d'agrégation. La méthode par défaut, c'est la distance entre groupes. Il y en a d'autres. Méthode en cluster centroïde, très utilisée aussi. Et la fameuse méthode de Word aussi, qui est très utilisée. Cette dernière permet de définir ou de déterminer des clusters relativement égaux en termes d'effectifs. Mais je vais garder le choix par défaut. Il y a aussi l'intervalle. Donc le carré de la distance euclidienne est déterminé par défaut. Je vais le laisser. Même si on peut choisir d'autres options. Il y a aussi une option intéressante, celle de transformer les valeurs, c'est-à-dire les standardiser. Le choix par défaut c'est aucun, mais ce serait intéressant puisqu'on a des données qui sont différentes. On a le cos et le suez qui sont des ratios, on a les surfaces qui sont relativement grandes, etc. Le nombre d'étages qui est assez limité. Au maximum on a 4 étages. Entre 1 et 4 étages, ou plutôt entre 2 et 4 étages. Donc on va cliquer sur standardiser pour homogénéiser les variables et on choisira une plage de -1 à +1. Et je vais cliquer sur poursuivre. La dernière option c'est enregistrer. Pour enregistrer, on a ce qu'on appelle des clusters d'affectation. C'est-à-dire que le logiciel nous donne la classification ascendante hiérarchique, nous donne des affectations, nous détermine des groupes. Ici, le choix par défaut, c'est aucun. Je peux choisir une seule solution avec un certain nombre de clusters. Et c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être opter pour 3 clusters. Et je clique sur poursuivre. Et voilà, l'ensemble des choix ont été effectués. L'affichage, je demanderai donc les statistiques et les tracés. Pour le cluster, ce sont les observations. Et je clique sur OK. La classification ascendante hiérarchique CH a été réalisée. Et il nous donne dans un premier temps un tableau de distance moyenne entre groupes. Ce tableau exprime pour chaque coefficient, c'est-à-dire pour chaque cluster, la perte ou le gain en information. Et comment, par exemple, les différentes itérations arrivent jusqu'à capter toute l'information et qui permet de clusteriser donc l'ensemble. Pour mieux comprendre ça, on peut sélectionner cette colonne des coefficients et cliquer par le bouton droit de la souris et créer un graphique en courbe. Donc ce graphique en courbe nous montre que là où le gain maximum des informations, on l'a qu'à partir de la 20e observation jusqu'à la fin des observations. C'est-à-dire c'est une sorte de courbe d'effondrement inversée. Donc ce graphique nous montre que pour les différentes étapes, les premières étapes, il n'y a pas vraiment de discrétisation claire entre les différents clusters, différenciation claire, jusqu'à la 20e, 21e, 22e, peut-être 24e étape, que les choses commencent à se décompter. Et là, on voit que de la 26e à la 28e, il y a énormément d'informations, disons, durant cette partie finale. On en arrive maintenant à l'essentiel, c'est qu'on a des clusters d'affectation, ce qu'on appelle des clusters d'affectation, pour les différentes observations. Ce qui est intéressant dans le tableau des clusters d'affectation, c'est que nous, on avait demandé, par exemple, un minimum de 2 clusters, un maximum de 4 clusters, et entre les deux, il y a l'option 3 clusters, c'est-à-dire 3 groupes. Il nous donne pour chaque observation, dans le cas où c'est l'option retenue est celle de 2 clusters, donc le cas numéro 1 appartiendrait au groupe 1. Et on a un regroupement qui s'effectue, voilà, de 1 à 20 pratiquement groupe 1, et de 21 à 30 appartiendrait au groupe 2. Donc cette typologie paraît un peu tiré par les cheveux, peut-être qu'il faut augmenter le nombre de clusters. Effectivement, on voit que les choses s'améliorent pour le nombre de 3 clusters. On voit aussi ici que dans l'hypothèse des 3 clusters, c'est case number 1, donc cluster numéro 1, jusqu'au 10e, enfin jusqu'à la 10e observation, c'est clusterisé dans le 1.
Ensuite, on a à partir de 11, soit le 2, soit le 1, etc. Et à partir du 21e cas de figure, de la 21e observation, on voit que c'est plutôt le cluster numéro 3. On voit que les choses se décomptent de manière plus claire dans l'hypothèse des 3 clusters et encore plus dans l'hypothèse des 4 clusters. Le choix nous est laissé. Et pour mieux visualiser ces différents choix et prendre une décision finale, est-ce qu'on prendrait 3 clusters ou plutôt 4 clusters? Le dendrogramme, voilà, le schéma arborescent de la base jusqu'au sommet, peut nous aider effectivement à prendre cette décision avec des regroupements. Donc on peut considérer l'hypothèse de 2 clusters et on voit que là c'est un peu grossier parce que là on a des sous-regroupement qui s'effectue, c'est-à-dire déjà le deuxième cluster à ce niveau il est déjà départagé grossièrement en 2 autres sous-clusters. Donc on peut prendre l'option le 10 par exemple est départagé à ce niveau-là et on aboutirait à 1, donc ça va demeurer 1 et puis là on aurait 2 et 3 clusters. Mais on peut descendre encore et opter pour 4 clusters. Et je pense que 4, ça pourrait donner déjà une typologie intéressante et une classification hiérarchique intéressante sur la base de profils qui sont proches ou de profils qui sont similaires. On a survolé un peu cette méthode qui est assez facile et assez compliqué en même temps, mais je pense qu'on a fait passer les éléments de base pour pouvoir la comprendre. Je n'insisterai jamais assez sur l'utilité de cette méthode pour les chercheurs dans le domaine de la ville, de l'architecture, du bâti, etc., vu son intérêt. Merci.